La terre était gelée le matin où j'ai enterré mon fils. Pas le genre de froid pour lequel on s'habille. Le genre de froid qui s'installe en vous et décide d'y rester. Je me tenais près de cette tombe à Charlotte, le mois de janvier s'enroulant autour de chaque personne venue dire au revoir à Kendall Wynne. Et j'ai senti quelque chose changer définitivement dans ma poitrine, comme une porte se fermant dans une pièce où je n'entrerai plus jamais. Mon nom est Geneva Wynne. Je suis une mère qui vient de mettre en terre son unique enfant à l'âge de 34 ans. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi parce que cette histoire ne va pas là où vous le pensez. La fin appartient à Kendall tout autant qu'elle m'appartient. Avant de continuer à regarder, dites-moi quelle heure il est chez vous en ce moment même. L'église était pleine. Kendall avait construit quelque chose de réel dans sa vie, et les gens qui le savaient se sont déplacés. J'ai traversé la cérémonie comme on avance dans de l'eau profonde. Tout était plus lent, tout était plus lourd, les sons arrivant légèrement après le moment où il le devait. J'ai chanté quand il chantait. Je me suis levé quand il se levait. Je me suis contenu comme mon fils l'aurait voulu. Tiana était assise au premier rang dans une tenue noire qui lui allait parfaitement. Quand les gens s'approchaient d'elle, elle les recevait comme quelqu'un qui avait répété sa façon de les recevoir. Les larmes venaient au bon moment. Le tremblement de sa voix se posait exactement là où il le fallait. Elle serrait Caleb contre son flanc, 6 ans, confus, trop jeune pour porter ce que les adultes autour de lui portaient. Et chaque personne qui passait devant elle lui chuchotait quelque chose, lui touchait le bras et la regardait comme on regarde une femme dont on a déjà décidé qu'elle était la victime de cette histoire. J'ai observé tout cela. Je n'ai rien dit sur ce que j'observais lors de la collation d'après-funérailles. Les gens n'arrêtaient pas de me trouver pour me dire la même chose avec des agencements différents des mêmes mots. Que Kendall était parti trop tôt. Que je devais m'appuyer sur Tiana maintenant. Que nous avions l'une l'autre. J'ai souri et remercié chacun d'entre eux, et j'ai gardé mon calme exactement là où il était, verrouillé, tranquille, imperturbable. Puis Tiana m'a trouvé près de l'entrée de la cuisine et m'a doucement prise à part. Sa main était chaude sur mon bras. Ses yeux étaient humides. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à la suite, à Caleb, à Vantage Shield, et à la façon de s'assurer que l'héritage de Kendall soit protégé de la bonne manière. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que je porte cela seule. Je l'ai regardée pendant qu'elle parlait. J'ai observé ses yeux, et sous tout ce qu'elle jouait, sous le chagrin, la chaleur et les mots soigneusement choisis, autre chose bougeait, quelque chose qui n'avait rien à voir avec la perte et tout à voir avec le calcul. Je lui ai dit que nous parlerions bientôt. J'ai tenu sa main un instant. Je suis retourné dans la pièce. Vers la fin de la soirée, j'ai remarqué une femme que je n'avais jamais vue auparavant, debout vers le fond. Elle ne parlait à personne, ne mangeait pas, ne s'approchait pas de la famille. Elle était habillée convenablement, digne, se tenant légèrement à l'écart de tout ce qui se passait autour d'elle, comme quelqu'un qui était venu parce qu'il avait besoin de voir quelque chose de ses propres yeux, mais qui n'avait pas encore décidé quoi faire de ce qu'il voyait. Le temps que je traverse la pièce, elle était partie. Je ne connaissais pas son nom. J'ai rangé son visage dans l'endroit où l'on place les choses que l'on ne peut pas encore expliquer. Plus tard cette nuit-là, j'ai vu Tiana rire doucement de quelque chose que quelqu'un avait dit. Un vrai rire. Court et bref, mais réel, lors de la collation de mon fils. J'ai senti quelque chose s'installer en moi. Alors, pas de la colère, pas du chagrin, quelque chose de plus calme et de plus lourd que les deux. La patience que Kendall m'avait demandé de garder, elle est tombée en moi comme une pierre dans une eau calme, et elle n'a plus bougé. J'ai enterré mon fils un mardi. Dès le jeudi, Tiana avait déjà téléphoné à un avocat. Je le sais parce que j'ai vu le nom sur son téléphone lorsqu'elle l'a posé, écran vers le haut, sur le comptoir de ma cuisine 2 jours plus tard. Elle ne s'est pas rendue compte que je l'avais remarqué. Ce fut sa première erreur. Il y a une texture particulière à regarder un mensonge exécuté avec excellence. Cela ne ressemble pas à de la tromperie. Cela ressemble à de la dévotion. Cela ressemble à de l'amour, jusqu'à ce que vous ayez tenu assez d'amour véritable entre vos mains pour en connaître la différence au poids. Tiana s'est présentée à ma porte 3 jours après les funérailles, avec des boîtes de nourriture empilées jusqu'au menton et Caleb sur la hanche. Elle est revenue le lendemain, puis le surlendemain. Elle appelait chaque matin avant 9 heures. Elle s'immisçait dans chaque conversation concernant les affaires de Kendall, la maison, les comptes, l'entreprise, toujours doucement, toujours présentée comme de l'inquiétude, toujours son nom à la bouche comme si elle était celle qui le protégeait.
La famille l'accueillait complètement. Ses cousins, ses amis d'université, les membres de sa paroisse qu'il avait vu grandir. Il l'attirait à eux, la soutenait et lui disait que Kendall serait fier de la façon dont elle tenait le coup. Elle acceptait chaque mot avec exactement la bonne dose d'humilité. Ni trop peu, juste assez pour faire croire que cela lui coûtait de recevoir. J'ai observé tout cela. Et je ne lui ai rien donné à lire. J'étais chaleureuse. J'étais fatiguée. J'étais reconnaissante de toutes les manières dont une mère en deuil est censée l'être. Quand elle apportait de la nourriture, je la remerciais. Quand elle appelait, je répondais. Quand elle s'asseyait à côté de moi sur mon canapé et me tenait la main, je la laissais faire. Je la sentais m'évaluer à chaque fois. Dès la 2e semaine après les funérailles, les conversations sur Vantage Shield sont devenues inévitables. Les clients prenaient des nouvelles. Les employés avaient besoin de directives. Les avocats coordonnaient les questions de succession. La mort de Kendall avait laissé un vide que d'autres personnes essayaient déjà de combler. C'est au cours de l'une de ces conversations que Tiana a abordé directement le sujet de l'entreprise. Nous étions assises à la table de ma cuisine, un café entre nous, et elle a dit qu'elle avait réfléchi à la société, qu'elle voulait s'assurer que le travail de Kendall ne soit pas perturbé, qu'elle se sentait la responsabilité de rester impliquée. Puis elle a dit qu'elle pensait que cela aiderait si elle avait accès à certains comptes de l'entreprise, juste pour surveiller les choses, juste pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet pendant la transition. Je l'ai regardée par-dessus ma tasse de café. Je lui ai dit que j'en parlerais à l'avocat. Elle a souri et a dit qu'elle comprenait parfaitement. Ce soir-là, je me suis assise seule dans ma cuisine et un souvenir est réapparu, auquel je n'avais pas pensé depuis 7 mois. Tiana avait été chez moi pour le dîner du dimanche et s'était rendue dans le couloir pour prendre un appel téléphonique. J'étais passé devant le couloir en allant vers la cuisine et je n'avais capté que quelques secondes de sa voix. Basse, posée, certaine. Elle disait, il faut juste plus de temps. Nous y sommes presque. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque. Un appel professionnel, une conversation avec une amie, quelque chose d'ordinaire. J'y pensais énormément à présent, car la femme assise en face de moi à la table de ma cuisine, avec ses questions prudentes et ses mains chaleureuses, n'était pas une veuve essayant de survivre à son chagrin. C'était une femme qui s'était mise en route vers quelque chose bien avant que Kendall ne soit sous terre. Bien avant qu'il ne tombe malade. Bien avant que tout cela n'ait un nom que je puisse prononcer à haute voix. Cette patience qu'elle affichait devant tout le monde. Je la reconnaissais maintenant parce que je l'avais entendue dans sa voix il y a 7 mois dans mon propre couloir. Elle avait été patiente bien plus longtemps que je ne le savais. Quelque chose a changé en moi ce soir-là, sans bruit, sans aucun changement visible. Cela s'est déplacé de la façon dont le froid s'installe tranquillement, complètement, jusqu'à remplacer tout ce qui s'y trouvait auparavant. J'en avais fini de pleurer sur ce que j'avais perdu. Je commençais à regarder dans une toute autre direction. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet de l'avocat de Kendall pour confirmer que je n'accorderais à Tiana l'accès à aucun compte de l'entreprise. L'assistante a marqué un temps d'arrêt. Puis elle a dit prudemment qu'elle était un peu surprise d'entendre cela, car Tiana avait appelé plus tôt ce matin-là pour demander précisément cet accès et leur avait dit que j'avais déjà donné mon accord. Kendall tenait son bureau comme il tenait tout le reste, avec un ordre précis et délibéré qui avait sa propre logique si l'on savait le décrypter. Les livres étaient classés par sujet, et non par ordre alphabétique. Les câbles étaient enroulés et étiquetés. La surface de son bureau était vide, à l'exception d'une photo encadrée où nous deux lors de la première signature de contrat de Vantage Shield, lui en chemise bleue, moi essayant de ne pas pleurer et d'un mug. Un mug qu'il n'avait jamais jeté parce que je le lui avais offert le Noël où il avait lancé l'entreprise. Je suis resté sur le seuil pendant un long moment avant d'entrer. La pièce sentait sa présence. Ce mélange spécifique de cèdre et de quelque chose de propre que je n'ai jamais pu nommer. Je n'y étais pas retourné depuis sa mort, et son odeur m'a frappé au-delà des mots, au-delà de la pensée. Je suis resté là, à la respirer, puis j'ai bougé parce que je n'étais pas venu ici pour m'effondrer. J'étais venu parce que Tiana avait une clé de cette maison et que je n'allais pas la laisser traverser cette pièce avant moi. J'ai passé les choses en revue avec soin, effets personnels, documents, tout ce qui devait être mis en sécurité avant que le processus de succession ne soit formalisé. Je me déplaçais dans l'espace de la manière dont on le fait quand on essaie de se contenir en restant utile. C'est le tiroir du milieu du bureau qui m'a arrêté.
Je l'avais ouvert en cherchant un dossier spécifique et ma main a accroché le dessous du tiroir. Quelque chose y était scotché, à plat contre le bois, une petite enveloppe. Pendant un moment, je l'ai simplement regardé. Kendall avait toujours caché les choses de cette façon. Pas des choses importantes. Des cartes d'anniversaire, des notes, de petits rappels glissés dans des endroits qu'il savait que je finirais par trouver. C'était l'une de ces habitudes qui n'avait de sens que si on le connaissait. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note pliée de l'écriture de Kendall. 4 mots et une date. Attends la réunion. Je m'assis sur sa chaise. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, assez longtemps pour que la pièce devienne silencieuse autour de moi d'une manière différente. Non pas le silence de l'absence, mais le silence de la présence. Kendall a scotché cette note sous ce tiroir, sachant que ce serait moi qui la trouverais, sachant que je viendrais ici avant tout le monde. Sachant que j'aurais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher qui soit sa voix, pas son souvenir. Il s'était tenu ici, sur cette chaise, il avait pensé à moi et il m'avait laissé des instructions. J'ai plié la note et je l'ai mise dans ma poche. Puis j'ai entendu la porte d'entrée. La voix de Tiana a résonné dans la maison, m'appelant, chaleureuse, posée, comme si elle avait tout à fait le droit d'être là, ce qui était techniquement le cas. J'ai refermé le tiroir, réaligné les objets sur le bureau et suis sorti du bureau, tirant la porte derrière moi juste au moment où elle est apparue au bout du couloir. Elle a dit qu'elle avait essayé de me joindre. Elle avait Caleb avec elle, sa main dans la sienne, ses yeux parcourant la maison avec l'incertitude particulière d'un enfant dans un espace qui représentait autrefois quelque chose de sûr. J'ai ressenti sa présence dans ma poitrine, et j'ai gardé mon visage totalement impassible. Tiana a dit qu'elle avait pensé à revenir s'installer ici, que ce serait bien pour Caleb d'avoir des repères familiers pendant que les choses se réglaient. Elle a dit cela doucement, en se focalisant sur lui, ses yeux fixés sur les miens. Je regardais ses yeux pendant qu'elle parlait. Elle ne parlait pas du bien-être de Caleb. Elle parlait de cette maison, de ses pièces, de tout ce que Kendall aurait pu y laisser. Elle était venue ici pour la même raison que moi. Je lui ai dit que la maison avait déjà été officiellement mise sous scellé dans le cadre de la succession. Que j'avais appelé l'avocat ce matin avant de venir et que la propriété ne pouvait être accédée ni occupée par personne avant la réunion de succession. La décision était déjà prise. La porte était déjà fermée. Quelque chose a traversé son visage. Infime, contrôlé, disparu en moins d'une seconde. Elle a dit qu'elle comprenait parfaitement. Elle a pris Caleb et elle est partie. Je me suis tenu à la fenêtre et j'ai regardé sa voiture jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Ma main était dans ma poche, 4 mots pressés contre ma paume. Je n'avais plus peur de la réunion de succession. Je l'attendais. Personne ne vous prépare à l'indignité spécifique de recevoir des documents juridiques par huissier. Ce ne sont pas les mots qu'ils contiennent. C'est l'inconnu à votre porte, le porte-document, la courtoisie professionnelle et plate de quelqu'un qui vous remet un document qui a déjà décidé de ce que vaut votre vie et vous informe simplement de la conclusion. J'ai signé. J'ai fermé la porte. Je suis resté un moment dans mon couloir à tenir une enveloppe qui m'était adressée au sujet de l'entreprise de mon fils décédé. Puis je suis allé dans la cuisine, j'ai posé l'enveloppe sur la table et j'ai fait du café. J'ai lu chaque page 2 fois avant de toucher à mon café. L'équipe juridique de Tiana avait déposé une plainte formelle contre Vantage Shield. La requête affirmait qu'en tant que veuve de Kendall et tutrice légale de Caleb, Tiana avait droit à une participation majoritaire dans l'entreprise. Ma part de 30%, celle que j'avais financée avec mes économies de retraite quand mon fils n'avait rien d'autre qu'un projet et un bureau loué, devait être rachetée à un montant tellement inférieur à la valeur du marché que cela ressemblait moins à une offre qu'à une injonction. Le langage était agressif et précis. Ce n'était pas un document écrit sous le coup de la douleur. C'était un document qui attendait son heure. Je me suis fait une 2e tasse de café et je l'ai relu une 3e fois. Non pas pour l'impact émotionnel, j'avais déjà assimilé cela. Je le lisais de la manière dont Kendall m'avait appris à lire tout ce qui venait d'un adversaire, non pas pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il révélait. Et il révélait beaucoup de choses. Il y avait toute une section consacrée aux contributions de Tiana à Vantage Shield pendant leur mariage, les dîners d'affaires auxquels elle avait assisté, les événements d'entreprise où elle était apparue aux côtés de Kendall, un rôle de conseil en marketing qu'elle avait apparemment occupé. Documenté et daté avec son nom sur des correspondances internes. Je me suis adossé à ma chaise. Je connaissais chacun de ces événements.
J'avais assisté à certains d'entre eux. J'avais vu Tiana évoluer dans ses pièces et j'avais pensé qu'elle se comportait en épouse solidaire. J'avais été reconnaissante qu'elle s'intéresse à son travail. J'avais dit à Kendall au début de leur mariage qu'il avait fait le bon choix, que Tiana comprenait ce qu'il construisait. Elle avait compris exactement ce qu'il construisait. Chaque dîner, chaque événement, chaque courriel où elle insérait son nom dans la correspondance de l'entreprise. Elle n'avait pas construit un mariage. Elle avait construit un dossier de preuves écrites. Et elle l'avait construit du vivant de Kendall, pendant que j'étais assise en face d'elle lors de dîners de famille, pendant que je l'appelais ma fille et que je le pensais. Cette requête n'avait pas commencé après la mort de Kendall. Elle avait commencé de son vivant, alors qu'elle dormait à ses côtés, alors qu'elle apportait de la nourriture chez moi, me tenait la main et jouait tout ce à quoi l'amour est censé ressembler. Je suis restée assise avec cette compréhension, attendant de voir ce que je ressentirais. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à la blessure spécifique de la trahison. Ce qui est arrivé à la place était quelque chose de plus calme et de plus éclairant que ces deux sentiments. Cela s'est posé surtout comme une lumière s'allumant dans une pièce sombre. Pas de la rage, pas de la douleur, de la clarté ou une clarté totale et sans obstacle sur la femme à qui j'avais affaire et sur la durée pendant laquelle j'avais eu affaire à elle sans le savoir. J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé l'avocat de Kendall. Il m'a dit que la réunion de succession avait été officiellement programmée. Il m'a dit que je devais être présente en personne. Je lui ai posé une question, si la lettre scellée était toujours en sécurité. Il a dit, elle est exactement là où Kendall l'a laissée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'ai regardé les documents juridiques étalés sur la table de ma cuisine, tout ce langage si soigneusement prémédité, toute cette documentation construite, et je les ai laissés exactement là où ils étaient. Ils ne représentaient plus une menace. Ils étaient la preuve de son ignorance totale de ce qui l'attendait. Charlotte a un aspect différent quand on porte en soi quelque chose que personne autour de soi ne peut voir. Les mêmes rues, les mêmes bâtiments, les mêmes personnes vacants à leur mardi ordinaire. Comme si le monde avait exactement la taille qu'il paraît avoir. J'ai conduit à travers tout cela en tenant quelque chose d'invisible, de lourd et d'uniquement mien. Et la ville n'en avait aucune idée. Le cabinet d'avocats se trouvait au 14e étage d'un immeuble du centre-ville. Un hall d'entrée propre, un ascenseur silencieux, le calme feutré d'un lieu où les choses sérieuses se décident d'une voix calme par des gens qui ont appris à garder un visage neutre en les décidant. J'étais venu ici une fois avec Kendall il y a 2 ans pour une affaire de routine. Il m'avait tenu la porte, m'avait appelé son associé et le pensait. Je faisais face à l'avocat à présent, sans lui, et je gardais mes mains immobiles sur mes genoux. Il m'a expliqué le déroulement de la réunion de succession avec la rigueur minutieuse d'un homme qui comprenait le poids de ce qu'il gérait, qui serait présent, comment la pièce serait disposée, l'ordre dans lequel la réunion se déroulerait. Et m'a confirmé que la lettre scellée et le dossier secondaire scellé étaient en sa possession, exactement comme Kendall les lui avait confiés intacts, sécurisés et conservés selon les conditions spécifiques que Kendall avait attachées à chacun. L'avocat m'a expliqué que Kendall avait été d'une minutie inhabituelle quant à la présentation des éléments. Certains documents d'appui joints à la requête devaient rester scellés jusqu'à la réunion elle-même, et le dossier secondaire ne pouvait être ouvert que sous les conditions spécifiées par Kendall. Je savais déjà ce que Kendall m'avait dit le soir où il s'était assis à ma table de cuisine. Je connaissais les grandes lignes de ce que contenait cette lettre, mais l'architecture précise de celle-ci, les mots exacts choisis par Kendall, l'ordre dans lequel il avait assemblé les choses, les pièces d'appui qu'il avait choisi de révéler et le moment choisi cela, je l'ignorais. Cette lettre était toujours sa voix. J'allais l'entendre pour la première fois, de la même manière que le reste des personnes présentes dans cette pièce l'entendraient. J'ai posé une question à l'avocat, si la lettre serait lue avant ou après la présentation de la requête par l'équipe juridique de Tiana. Il m'a répondu que ce n'était pas une question de préférence d'ordre du jour. Kendall avait attaché une condition écrite contraignante à la requête de succession elle-même. La lettre devait être lue en premier, avant que toute autre question de succession ne soit introduite ou discutée. Ce n'était pas à la discrétion de l'avocat. C'était l'instruction légale de Kendall déposée avec la succession et exécutoire dans le cadre du processus d'administration. J'ai hoché la tête et n'ai rien ajouté. En sortant, j'ai croisé un homme dans le hall qui se dirigeait vers l'ascenseur, un portefeuille en cuir sous le bras et l'attitude caractéristique de quelqu'un qui arrive à une réunion qu'il considère comme déjà gagnée. Je l'ai reconnu, l'avocat de Tiana, d'après les documents. Il m'a vu et a composé sur son visage une expression de sympathie.
condescendante l'expression d'un homme qui accorde sa courtoisie à quelqu'un du côté des perdants. Je lui ai rendu un sourire chaleureux et j'ai continué à marcher. Dans ma voiture, dans le parking, je suis resté assise un moment et j'ai pensé à Kendall en train de bâtir tout cela. À 34 ans, assis dans des bureaux comme celui-ci, donnant des instructions, scellant des dossiers, fermant chaque porte qu'il pouvait atteindre, ne sachant pas précisément de combien de temps il disposait, mais construisant comme si le temps pressait déjà. S'assurant que même s'il n'était pas dans la pièce, il parlerait encore. Je suis sorti du parking, j'ai roulé à travers Charlotte et je l'ai senti à mes côtés tout au long du trajet. Non pas comme un chagrin, non pas comme une absence, mais comme quelque chose d'actif, comme une association. Le soir, mon téléphone a sonné. La voix de Tiana était chaleureuse et posée. Elle a dit qu'elle espérait que la procédure judiciaire ne nous diviserait pas, qu'elle voulait seulement protéger l'avenir de Caleb, que la famille restait la famille quoi qu'il arrive. J'ai écouté chaque mot qu'elle disait. Puis je lui ai dit, je sais que tu le penses, ma chérie. On se voit à la réunion. J'ai raccroché et je me suis assise dans le silence de ma maison. Oui, tu me verras. Il y a quelque chose que je porte en moi depuis avant la mort de mon fils. Je ne l'ai dit à haute voix à personne depuis la nuit où Kendall s'est assis en face de moi et l'a dit lui-même. Je ne découvre rien de tout cela. Je le sais depuis cette table de cuisine. Je le dis enfin à haute voix. Tout a commencé par une fièvre. Caleb avait 4 ans lorsqu'elle a grimpé au point que Tiana l'a emmené à l'hôpital. Kendall les y a rejoints. La visite en soi était de routine, le genre de maladie infantile qui semble effrayante sur le moment et banale une semaine plus tard. Quelques jours après, en examinant les documents de sortie et les dossiers d'assurance, Kendall a remarqué un détail qui ne le laissait pas tranquille. Les documents indiquaient que le groupe sanguin de Caleb était AB. Kendall était O positif. Tiana avait toujours dit qu'elle était A positive. Kendall m'a dit qu'il s'était assis à son bureau et avait vérifié la génétique à 3 reprises avant de s'autoriser à croire ce qu'il voyait. C'est un ingénieur. Il lit les données comme d'autres lisent les visages. Un père O positif et une mère A positive ne peuvent pas concevoir un enfant AB. La biologie ne le permet pas. Il a compris exactement ce que suggéraient ces documents et il n'a rien dit. Ni à Tiana, ni à personne. 3 semaines plus tard, un matin où Tiana était absente, et a prélevé un échantillon de cheveux de Caleb sur sa brosse à cheveux. Il l'a envoyé avec son propre échantillon à un laboratoire privé pas un hôpital, pas une décision de justice. Un test de paternité privé accessible à tout père présumé. Le résultat est revenu en 11 jours. Il a joint le rapport de laboratoire, la documentation sur la chaîne de possession et sa propre déclaration signée dans la lettre scellée. Il m'a dit que c'était suffisant pour démanteler la plainte fondamentale selon laquelle Caleb était son héritier. Puis il a engagé un détective privé. Les photographies sont revenues 6 semaines plus tard. Il a reconnu l'homme immédiatement, quelqu'un qui avait assisté à des événements de Vantage Shield, qui lui avait serré la main, qui s'était assis à sa table, avait mangé sa nourriture et l'avait regardé dans les yeux. Sterling Mack. Je connaissais ce nom. J'avais moi-même serré la main de cet homme. Je m'étais assise à la table de ma cuisine le soir où Kendall me l'avait dit, et j'avais gardé ce nom en bouche sans rien dire pendant un long moment. Kendall a continué à parler. Il m'a parlé du dossier scellé secondaire du fait qu'il avait donné à son avocat une instruction notariée spécifiant qu'au moment où la réunion de succession serait officiellement programmée, l'avocat devait contacter la police de Charlotte Mecklenburg et l'informer qu'un dossier relatif à une affaire criminelle potentielle était à sa disposition sur demande. L'avocat ne pouvait pas le remettre de lui-même, mais il pouvait ouvrir la porte, et dès que cette réunion serait programmée, cette porte s'ouvrirait. Puis Kendall m'a dit autre chose que le détective avait découvert. Le parcours professionnel de Sterling comprenait la logistique pharmaceutique et un accès documenté à des installations où des glycosides cardiaques étaient manipulés et stockés. En soi, cela ne signifiait rien. Beaucoup de gens ont accès à des substances qu'ils n'utilisent jamais à mauvais escient. Mais Kendall était devenu de plus en plus inquiet après avoir appris la liaison, la tromperie entourant Caleb et les conséquences financières auxquelles Tiana ferait face si la vérité éclatait un jour. Kendall avait une légère anomalie cardiaque. Il le savait depuis 2 ans. Il m'a regardé et a dit, s'il m'arrive quelque chose de façon inattendue, dis-leur de ne pas s'arrêter à un simple dépistage toxicologique standard. Dis-leur de chercher plus loin. Dis-leur de vérifier les glycosides cardiaques. Il n'a pas dit qu'il savait ce qui se passerait.
Il a dit qu'il voulait que cette possibilité soit examinée. Il l'a dit de la manière dont il expliquait tout, calme, précis, rigoureux, comme un homme qui ferme un système avant de s'en éloigner. Puis il a parlé de Caleb. Ce fut le seul moment de la nuit où son calme s'est brisé. Il avait aimé cet enfant pendant 4 ans, complètement, sans réserve. J'ai vu mon fils pleurer la perte de quelque chose qui était encore vivant et assis dans la pièce d'à côté, et je n'ai pas de mots pour dire ce que cela lui a coûté. Je n'en ai toujours pas. 6 semaines après cette conversation, Kendall était mort. Le certificat de décès indiquait « événement cardiaque ». J'ai appelé son avocat le lendemain matin et j'ai dit 6 mots, chercher une toxicité au glycoside. Il a dit, Kendall m'avait dit que vous diriez cela. J'ai dit, alors vous savez ce qu'il reste à faire. Le genre de conversation le plus dangereux est celui où chaque mot signifie autre chose que ce qu'il dit. Où la surface est chaleureuse et le courant sous-jacent est froid, et où l'autre personne compte sur vous pour ne pas sentir la différence. Tiana m'a appelé 3 jours avant la réunion de succession. Elle a commencé par s'enquérir de ma santé. Est-ce que je mangeais? Est-ce que je dormais? Est-ce que quelqu'un prenait soin de moi? Sa voix avait cette douceur spécifique qu'elle déployait lorsqu'elle avait besoin d'avoir l'air maternel. Je lui ai dit que je m'en sortais, que certains jours étaient plus difficiles que d'autres, que j'appréciais qu'elle pense à moi. Chaque mot que je lui donnais était vrai, et rien de tout cela ne lui était utile. Nous avons parlé de Kendall pendant quelques minutes, de petits souvenirs, des souvenirs sans danger. Elle a ri doucement de quelque chose et j'ai ri avec elle, et aucune de nous n'était pleinement présente dans la conversation que nous feignions d'avoir. Puis elle a changé de ton. Ce fut progressif, de la manière dont le temps change avant que vous ne le réalisiez consciemment. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à la réunion, qu'elle espérait qu'elle serait simple, que la dernière chose qu'elle souhaitait était que ce processus ressemble à un affrontement entre 2 personnes qui avaient aimé le même homme. Elle a dit qu'elle pensait que Kendall aurait voulu qu'elle prenne soin de l'une de l'autre. Je lui ai dit que je ressentais exactement la même chose. Puis elle a dit que son équipe juridique l'avait prévenu que ces procédures pouvaient devenir complexes si les 2 parties ne coopéraient pas. Que les litiges successoraux contestés s'éternisaient parfois pendant des années. Que l'incertitude financière en particulier, ne serait pas saine pour Caleb en grandissant. Elle a dit cela avec de l'inquiétude dans la voix. Elle a prononcé le nom de Caleb de la manière dont elle le disait toujours, comme un bouclier qu'elle avait appris à brandir devant elle au moment précis où elle avait besoin de couverture. J'ai écouté chaque mot sans modifier mon ton d'un seul degré. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement, que je voulais moi aussi que cela se règle proprement. Que le bien-être de Caleb m'importait plus que n'importe quelle procédure judiciaire. Je l'ai entendu expirer, un souffle infime, presque imperceptible. Et j'ai compris que cette expiration était du soulagement. Elle pensait avoir obtenu quelque chose de moi, une lecture, une faiblesse qu'elle pourrait exploiter. Je ne lui avais rien donné. Après l'appel, je me suis assise dans ma cuisine et je l'ai rejoué depuis le début. Tiana n'appelait pas pour me rassurer. Elle appelait parce que quelque chose dans le processus de succession l'avait déstabilisée et qu'elle n'arrivait pas à identifier ce que c'était. Elle avait tout fait correctement, la requête, la documentation, les preuves écrites qu'elle avait construites au fil des ans. Tout était en ordre. Mais quelque chose lui semblait non résolu, et elle m'avait appelé pour savoir si j'étais l'élément dont elle devait s'inquiéter. J'ai pensé à ce que Kendall m'avait dit le soir où il s'était assis à ma table. Il avait dit, elle est intelligente, maman, mais elle ne sait jouer qu'en attaque. Elle n'a jamais eu à jouer en défense une seule fois dans sa vie. Elle jouait en défense à présent, et elle ne savait même pas que c'était cela. Le lendemain matin, une carte est arrivée dans ma boîte aux lettres. Écrite à la main, de l'écriture de Tiana. Précise, délibérée, le genre d'écriture qui demande un effort pour être produite. Elle me remerciait d'avoir toujours été une belle-mère aimante. Elle disait que cela avait compté plus que je ne le savais. Elle disait que Kendall avait eu de la chance de m'avoir. J'ai ouvert la carte et j'ai lu l'intérieur. Nous allons nous en sortir, toutes les 2. J'ai tenu la carte un long moment. Puis je suis allé vers le tiroir où je n'avais rien rangé d'important, je l'ai posé à l'intérieur et je l'ai refermé. C'était la preuve de rien de criminel, rien d'exploitable, juste une femme écrivant pour un public qu'elle croyait encore en train de regarder sa performance. Elle n'avait aucune idée que le théâtre était déjà vide. Quand quelqu'un croit avoir déjà gagné, la patience est la première chose qu'il perd.
La confiance qui ressemblait à de la stratégie commence à montrer ses limites. Les démarches s'accélèrent. Le ton se durcit. La performance si soigneusement construite commence à présenter de petites fissures révélatrices. J'ai observé cela se préciser en temps réel à travers la correspondance juridique. Les requêtes ont commencé à arriver les unes après les autres. Demande d'accélération de la procédure de succession. Demande d'accès anticipé au registre financier de Vantage Shield. Des courriers adressés à mon avocat dont le ton s'intensifiait à chaque échange. Le langage passait de formel à pressant, pour devenir celui d'une femme courant vers une ligne d'arrivée qu'elle ne voyait pas encore clairement. Mon avocat m'appelait après chacun d'eux. Il me guidait à travers chaque requête avec la patience méticuleuse de quelqu'un qui gère une cliente dont il n'est pas tout à fait certain. Après le 3e appel, il m'a demandé directement si j'étais sûr de vouloir tenir toutes les lignes, disant que la demande d'accélération seule pouvait créer des complications procédurales si nous ne la traitions pas de manière réfléchie. Je lui ai dit de tout bloquer. Il me l'a demandé à nouveau. Je le lui ai répété. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est pourquoi j'en étais certaine. Cette certitude n'avait rien à voir avec une stratégie juridique et tout à voir avec le fait de savoir ce qui était scellé dans une lettre dans le bureau de son confrère, à l'autre bout de la ville. Chaque requête déposée par Tiana était une pression exercée sur une porte qu'elle ignorait être déjà verrouillée de l'autre côté. Puis une requête m'a glacé. C'était une motion soutenant que le retard dans le règlement de la succession causait une incertitude financière continue pour un mineur à charge. Ils y avaient inscrit le nom de Caleb, son âge, 6 ans, présenté en jargon juridique comme un enfant dont l'avenir était déstabilisé par la femme même qui aurait dû le protéger. J'ai lu son nom dans ce document et je l'ai senti me frapper là où je n'avais aucune défense. Pas le nom de Tiana, pas le nom de Sterling. Celui de Caleb, 6 ans, utilisé comme une phrase dans une requête qu'il ne lirait jamais, dans un combat qu'il n'avait pas choisi, au sujet d'un père qui n'était pas son père et d'une mère qui avait fait de lui un instrument avant qu'il ne soit assez vieux pour être quoi que ce soit d'autre. Je suis resté assise avec cela pendant un long moment. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé l'avocat de la succession de Kendall, non pas au sujet de la procédure de succession, mais au sujet du dossier scellé secondaire. Je lui ai demandé de me relire l'instruction écrite de Kendall une fois de plus. Les conditions exactes, la séquence exacte. Il me l'a lu lentement. Dès la programmation officielle de la réunion de succession, l'avocat devait contacter la police de Charlotte Mecklenburg et l'informer qu'un dossier relatif à une affaire criminelle potentielle était disponible sur demande. L'appel avait déjà été passé. La porte était déjà ouverte. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. En restant assise là, je me suis surprise à penser à Caleb à nouveau. Kendall ne pouvait pas contrôler ce que les enquêteurs feraient finalement des informations qu'ils laissaient. Il ne pouvait pas décider de ce qui ferait partie d'un dossier judiciaire un jour, mais il avait fait tout ce qu'il pouvait pour que la vérité existe quelque part au-delà de la rumeur, au-delà de la mémoire, au-delà de l'histoire que quelqu'un d'autre choisirait de raconter. Il avait pensé à tout. La pression exercée par Tiana n'était pas de la confiance. Une femme confiante attend. Elle pousse parce que quelque chose dans ce processus la perturbe depuis l'appel qu'elle a passé pour me sonder et qui n'a rien donné. Elle essaie d'arriver avant que ce qu'elle ne peut nommer n'arrive en premier. 2 jours avant la réunion, je suis passé devant la maison que Kendall avait achetée. Je ne me suis pas arrêté. Les lumières étaient allumées. Sa voiture était dans l'allée. J'ai regardé cette maison et j'ai pensé à un dimanche soir. Une cuisine tranquille. Une question simple sur le bonheur. Une décision prise en l'espace d'une nuit qui avait coûté la vie de mon fils. Je suis rentré chez moi. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Il y a une qualité spécifique à une nuit quand on sait que quelque chose arrive qui ne pourra être annulé. Le temps ne s'accélère pas. Il ne ralentit pas. Il devient simplement très précis. Chaque minute a exactement la durée qu'elle doit avoir. Chaque chose ordinaire reste immobile dans ses contours. J'ai préparé le dîner. Rien d'important, quelque chose de simple, de chaud. J'ai plié le linge à la table de la cuisine et je l'ai rangé, une pile après l'autre. Je suis resté un moment sur ma terrasse arrière à écouter Charlotte s'apaiser dans la soirée autour de moi. La circulation lointaine, la télévision d'un voisin à travers une fenêtre, le calme particulier d'une ville qui ne sait pas et ne se soucie pas de ce que demain réserve à la femme assise sur la terrasse de cette rue précise. Je ne répétais rien. J'évitais les scénarios.
J'étais simplement présente. Plus présente que je ne l'avais été depuis des mois. Depuis avant que Kendall ne tombe malade. Depuis avant que le monde ne se réorganise pour donner ce qu'il était maintenant. J'ai pensé à mon fils. Pas avec chagrin ce soir. Ce soir, c'était quelque chose de plus proche de l'admiration. Un homme de 34 ans qui s'était tenu dans un couloir d'hôpital, avait regardé un chiffre sur un muret, au lieu de s'effondrer, était rentré chez lui et avait commencé à construire. Qui avait engagé un détective, ordonné un test, rédigé une lettre, scellé 2 dossiers et attaché des conditions juridiques contraignantes à sa propre succession. Tout cela en allant travailler chaque jour. Tout cela en s'asseyant à table en face de la femme qui prévoyait d'exploiter sa mort. Tout cela en étant un père pour un enfant dont il venait d'apprendre qu'il n'était pas le sien. Il avait fait tout cela. Et il n'avait jamais fléchi devant personne, sauf une fois brièvement dans ma cuisine lorsqu'il avait parlé de Caleb. C'est le genre d'homme que j'ai élevé. Je ne dis pas cela avec fierté ce soir. Je le dis avec quelque chose qui n'a pas de nom précis. Un amour qui n'a plus nulle part où aller. Et qui se contente de siéger dans votre poitrine en occupant tout l'espace. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Dans les semaines qui ont suivi la mort de Kendall, les pires semaines, celles où le silence dans ma maison avait un poids réel, il y a eu 3 jours où j'ai été très près d'appeler Tiana, non pas pour l'affronter, non pas pour l'accuser. Simplement parce que ce que je portais était presque plus que ce qu'une personne seule pouvait supporter. Et elle était la seule autre personne dans ma vie qui était censée le porter avec moi. Je voulais croire, pendant 3 jours, qu'elle était celle qu'elle jouait être. Je n'ai pas appelé. Je suis retourné à sa note à la place. 4 mots. Une date. J'ai repensé à la femme des funérailles, celle qui se tenait vers le fond et qui était partie avant que quiconque ne l'atteigne. Je l'avais retournée dans mon esprit à plusieurs reprises depuis lors sans arriver nulle part. Je ne connaissais pas son nom. Je ne connaissais pas son lien avec tout cela, mais je m'étais demandé, dans le calme de nuit comme celle-ci, si elle était venue parce qu'elle avait besoin de voir, si elle portait elle aussi quelque chose en elle. Je l'ai rangée à nouveau. Demain avait assez à porter. Je me suis couché avant 21h. Dans l'obscurité, j'ai parlé à Kendall, de la manière dont on parle quand il n'y a pas de mots adéquats pour dire ce dont on a besoin. Sans parler, juste en l'envoyant. Je lui ai dit que je serais dans la pièce demain. Je lui ai dit que je n'avais pas peur. Je lui ai dit que je l'aimais de la manière spécifique dont on aime quelqu'un qui est parti en emportant une partie de votre structure avec lui. J'ai dormi. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, la pièce étant encore sombre. Je suis resté allongé un moment, pensant à un mot que Tiana avait utilisé au téléphone. Coopérative. Je me suis levé. J'ai fait du café. Je me suis tenu devant mon armoire et j'ai choisi du noir. Non pas pour le deuil, non pas pour la performance, parce que Kendall m'avait dit une fois, des années avant tout cela, que j'avais l'air de quelqu'un qui avait déjà gagné quand je le portais. Je l'ai mis. La salle de conférence était au 12e étage. Des baies vitrées du sol au plafond. Charlotte s'étalait derrière la vitre comme si elle n'avait rien de mieux à faire que de témoigner. Une longue table, des chaises en cuir, le genre de pièce où les choses sérieuses se décident par des gens qui ont appris à garder un visage neutre en les décidant. Je suis arrivé la première. J'ai choisi mon siège délibérément, face à la porte, le dos à la fenêtre, la lumière derrière moi. Kendall m'a appris cela. Il disait, sache toujours d'où vient la lumière. Tiana est arrivée 8 minutes plus tard avec 2 hommes, son avocat et un autre associé portant un portefeuille en cuir qu'il a posé avec la tranquille assurance de quelqu'un qui considérait le dénouement de cette réunion comme une formalité. Elle a traversé la pièce et m'a embrassé des mains chaudes, la bonne pression, sa joue brièvement contre la mienne. Je le lui ai rendu complètement. Nous nous sommes assises en face l'une de l'autre. Son avocat a commencé par une présentation organisée et rigoureuse. Les requêtes clés étaient structurées et la documentation séquencée était référencée par numéro de pièce, le langage précis. Et a parlé pendant 14 minutes. Tiana était assise à ses côtés, projetant un chagrin mesuré. La veuve éplorée, la tutrice responsable, la femme ne demandant que ce que son enfant méritait. Puis elle s'est penchée en avant. Elle m'a regardé directement pour la première fois depuis que nous nous étions assises. Et sa voix a pris un ton contrôlé et délibéré. Elle a dit qu'elle pensait que tout le monde dans la pièce comprenait comment cela devait se passer,
que Kendall était parti, que Caleb était son fils et son héritier, que la bonne chose à faire, la chose que Kendall lui-même aurait voulu, était de mettre l'entreprise au nom de son fils. De me laisser me retirer et de prendre soin de moi. Son avocat a posé sa main à plat sur la table. Un signal discret pour ralentir. Tiana n'a pas détourné les yeux. J'ai soutenu son regard et je n'ai rien dit. J'ai souri, pas largement, pas de façon théâtrale, juste assez. J'avais besoin que ces mots soient prononcés dans cette pièce, devant ces personnes, avant ce qui allait suivre. Elle venait de me les offrir. Mon avocat n'avait pas bougé. À présent, il a ouvert le dossier devant lui et a dit qu'il avait reçu pour instruction de la part du défunt Kendall Wynne de lire un document avant que toute question de succession ne soit discutée. L'avocat de Tiana s'y est opposé immédiatement, sur le plan de la procédure, fermement, avec la confiance d'un homme qui croyait que l'objection tiendrait. L'avocat de la succession a expliqué sans élever la voix qu'il ne s'agissait pas d'une préférence d'ordre du jour. Kendall avait attaché une condition écrite contraignante régissant l'administration de la succession. La lettre devait être lue en premier. Elle n'était soumise à la discrétion de personne dans la pièce. L'avocat de Tiana s'est rassis. La lettre a été lue à haute voix. Chaque mot écrit par Kendall, la fièvre, la divergence de groupes sanguins découverte plus tard dans les dossiers médicaux, le laboratoire privé, l'échantillon de cheveux, les 11 jours, le résultat de l'ADN, le rapport de laboratoire numéro tel. La documentation sur la chaîne de possession et le résultat lui-même confirmant que Kendall Wynne n'était pas le père biologique de Caleb joint comme pièce A. Puis le détective privé, les photographies, le nom de Sterling Mack prononcé à haute voix dans cette pièce pour la première fois. Puis le jargon juridique. Les preuves d'ADN contredisaient directement la base factuelle sur laquelle la requête de Tiana avait été présentée. Plus important encore, la participation majoritaire de Kendall dans Vantage Shield avait déjà été transférée dans une fiducie irrévocable 14 mois plus tôt, plaçant la propriété hors de portée des futures réclamations successorales et en dehors de l'autorité de tout bénéficiaire à la réorienter. Kendall avait répondu à chaque argument avant que quiconque ne le formule. J'ai observé le visage de Tiana pendant que chaque mot tombait. La froide confiance ne s'est pas brisée. Elle s'est vidée lentement, complètement, comme l'eau trouvant son niveau. Le calme tenait en surface, mais quelque chose derrière ses yeux se recalibrait en temps réel alors qu'elle comprenait que le résultat de l'ADN ne se contentait pas de l'embarrasser. Il retirait le sol sous tout ce qu'elle avait construit. Quand la lettre s'est terminée, la pièce est devenue absolument silencieuse. Son avocat s'est penché et a commencé à chuchoter. Tiana ne bougeait pas. Puis elle a levé les yeux à travers la table et a trouvé mon regard. Elle a dit cela doucement, presque pour elle-même, il savait. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Une pièce qui vient de changer d'atmosphère semble différente d'une pièce qui n'a pas changé. L'air y est différent. Les gens s'y déplacent différemment, prudents, recalibrés comme s'ils naviguaient dans un espace dont les dimensions avaient glissé sans que les murs ne bougent visiblement. Les voix y portent un poids différent. Même le silence y retombe avec plus de précision qu'une heure auparavant. Je l'ai senti au moment où la lettre s'est terminée et que l'avocat de la succession a refermé son dossier. La réunion s'est conclue par les formules formelles que ces choses exigent. La requête de Tiana a été rejetée. La fiducie de Geneva tenait exactement comme Kendall l'avait structurée. Irrévocable, intouchable, établie bien avant que tout cela n'ait un nom légal. L'avocat de Tiana a demandé 48 heures pour examiner la documentation avant toute autre procédure. La demande a été accordée. Tout le monde s'est levé. Les papiers ont été rassemblés. La pièce a commencé à se vider. Dans le parking, Tiana est passée devant moi sans parler. Non pas avec froideur. La froideur aurait été un choix, quelque chose de joué. C'était différent. C'était la qualité particulière de quelqu'un qui vient de regarder toute l'architecture d'un plan s'effondrer dans une seule pièce et qui n'a pas encore localisé l'endroit en lui-même où il va quand cela se produit. Elle est passée devant moi comme si je faisais partie du décor, comme si elle devait arriver quelque part avant de comprendre ce qui venait de se passer. Je l'ai laissée partir. J'ai conduit seul chez moi à travers Charlotte, les vitres fermées et la radio éteinte. J'ai fait du thé dans ma cuisine, la même table où Kendall s'était assis en face de moi et m'avait tout raconté. Et je me suis accordé 5 minutes au pas des pleurs exactement, pas du soulagement exactement, quelque chose qui vivait entre les deux et n'appartenait complètement à aucun des deux.
5 minutes d'être une mère dont le fils était toujours mort et dont le fils venait aussi de gagner quelque chose depuis l'endroit où il se trouvait. Ces deux vérités simultanées. Toutes deux miennes à porter. Puis j'ai mis ma tasse dans l'évier et j'ai décroché le téléphone. Mon avocat m'a appelé ce soir-là. Sa voix portait le ton prudent de quelqu'un qui délivre des nouvelles dont il n'est pas certain de la façon dont elles seront reçues. L'équipe juridique de Tiana avait déjà pris contact. Ils discutaient d'une contestation de la validité de la lettre, soutenant qu'elle avait été rédigée sous la contrainte, que l'état d'esprit de Kendall au moment de la rédaction était altéré. Ils n'avaient pas fini. Ils étaient blessés et ils se recalibraient. Je lui ai dit de les laisser déposer tout ce qu'ils avaient besoin de déposer. Il a marqué une pause. Puis il a dit qu'il tiendrait la ligne. Ce que ni lui ni l'équipe de Tiana ne savaient, c'est que la procédure civile n'était pas la seule chose en mouvement. Des semaines plus tôt, le matin où la réunion de succession avait été officiellement programmée, l'avocat de la succession de Kendall avait passé un appel téléphonique à la police de Charlotte-Mecklenburg. Exactement où il spécifiait les instructions écrites de Kendall. Il les avait informés que son défunt client avait déposé un dossier scellé relatif à une affaire criminelle potentielle et qu'il était à la disposition des enquêteurs sur demande formelle ou assignation. Les enquêteurs l'avaient demandé dans les 24 heures suivant cet appel. Dès le matin de la réunion de succession d'aujourd'hui, avant que Tiana n'entre dans cette salle de conférence, avant qu'elle ne se penche en avant et ne dise ce qu'elle avait dit, avant que la lettre ne soit lue, la police avait déjà tout ce que Kendall leur avait laissé. Non pas parce que j'avais déclenché quoi que ce soit, non pas parce que j'avais passé un appel ou déposé une demande, mais parce que Kendall avait ouvert cette porte avant de mourir et avait simplement dit à son avocat quand il frappait. Le processus civil et le processus pénal avançaient simultanément depuis des semaines, aucun n'attendant l'autre, aucun ne dépendant du résultat de l'autre. J'ai pensé à l'intelligence spécifique de cela, à sa rigueur. Un homme de 34 ans s'assurant que même si la réunion de succession se déroulait parfaitement, la vérité plus large avait encore sa propre route à parcourir. Mon fils était rigoureux. La nuit, mon téléphone a sonné. Un indicatif régional de Charlotte que je ne connaissais pas. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Un homme s'est présenté comme détective de la police de Charlotte-Mecklenburg. Il a dit qu'il voulait savoir si j'avais le temps de venir parler aux enquêteurs dès que possible. Je lui ai dit, j'attendais cet appel. Je le pensais à plus d'un titre. Entrer dans un poste de police avec des informations plutôt qu'avec des blessures donne l'impression d'apporter quelque chose que le bâtiment n'est pas conçu pour recevoir. Pas une victime, pas un suspect. Quelque chose pour lequel le processus d'admission n'a pas de formulaire standard. Une femme qui tenait la carte pendant que tout le monde cherchait encore le territoire. Je me suis inscrite à la réception. Un détective m'a rejointe dans le hall et m'a fait traverser un couloir que sentait l'air recyclé et le vieux café. La pièce où il m'a conduite était simple table, chaise, un miroir que je n'ai pas regardé plus longtemps que nécessaire. Je me suis assise, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Ils étaient deux. L'un parlait plus que l'autre. Je leur ai tout donné dans l'ordre où cela s'était produit, l'hôpital et le groupe sanguin, le détective privé et le calendrier de restructuration, le composé décrit par Kendall, son anomalie cardiaque et l'instruction spécifique qu'il avait laissée sur ce qu'il fallait tester. J'ai remis la note de son tiroir de bureau dans un petit sac à preuve que j'avais préparé avant de quitter ma maison. Je leur ai parlé de l'appel téléphonique que j'avais surpris dans mon couloir 7 mois avant la mort de Kendall, la voix basse, les mots, la certitude sous-jacente. Je leur ai tout donné par ordre chronologique sans commenter, sans émotion qui ralentirait l'information. Le détective que parlait le plus prenait des notes avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui transcrit plutôt que de quelqu'un qui analyse, ce qui me disait que les informations confirmaient quelque chose plutôt qu'elles ne le construisaient à partir de rien. Quand j'ai décrit ce que Kendall m'avait dit au sujet du composé et de son anomalie cardiaque, j'ai vu la qualité de l'attention de l'homme changer. Pas brusquement, pas visiblement pour quiconque ne le cherchait pas. Juste un léger ajustement. La façon dont une personne s'ajuste lorsqu'une pièce qu'elle possède déjà trouve l'endroit auquel elle appartient. J'ai dit que la toxicologie était revenue. Il a répondu qu'il n'était pas en mesure de discuter des détails d'une enquête en cours. C'était une confirmation suffisante. Puis il m'a demandé directement si j'avais soupçonné, au moment de la mort de Kendall, qu'elle n'était pas naturelle. J'ai marqué un temps d'arrêt, non pas par incertitude, mais parce que la question méritait de la précision. Je lui ai dit que je connaissais mon fils. Je savais ce qu'il construisait.
Et je savais que la femme qui avait le plus à perdre dans ce qu'il construisait était la femme qui dormait à ses côtés. Ce n'est pas un soupçon. C'est de l'arithmétique. Le détective plus silencieux a écrit quelque chose. Je n'ai pas demandé quoi. Avant que je ne parte, le détective m'a dit qu'il s'intéressait actuellement à 2 personnes dans le cadre de la mort de Kendall. Il n'a donné aucun nom. Je n'en ai pas demandé. Je suis resté assise un moment avec ce qu'il venait de dire et je l'ai laissé s'installer. 2 personnes, dont je connaissais déjà les noms à toutes 2, qui s'étaient assises à des tables où je m'étais assise, envers qui j'avais étendu les courtoisies ordinaires de quelqu'un qui avait confiance dans le fait que le monde contenait les personnes qu'il paraissait contenir. Je les ai remerciés et je suis reparti par le couloir, le hall et l'après-midi de Charlotte. En rentrant chez moi, j'ai pensé à Sterling Mac, non pas avec la chaleur vive de la colère, mais avec quelque chose de plus froid et de plus éclairant. Un homme qui avait traversé la vie professionnelle de mon fils comme un collègue et sa vie privée comme une ombre, qui avait un parcours qui lui donnait accès à quelque chose de précis et d'indécelable, qui avait utilisé cet accès sur un homme de 34 ans qui lui avait serré la main. J'ai repensé à la femme des funérailles à nouveau, non pas à son identité où je m'étais interrogé sur ce point assez longtemps. Je me demandais à présent ce qu'elle savait et quand elle l'avait su, si ce qu'elle avait apporté à ses funérailles était du chagrin, de la culpabilité ou quelque chose qui n'avait pas encore trouvé son nom. Je me suis garé dans mon allée et j'ai pris mon téléphone avant d'entrer. Tiana avait à nouveau publié une photo de Caleb, son visage, son expression petite et sérieuse. La façon particulière dont il tenait son menton, que je reconnaissais d'un endroit qui n'était pas Kendall. La légende disait, le fils de son père. J'ai fixé ces 4 mots pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis entré. La justice n'arrive pas toujours de la manière dont on a construit la pièce pour elle. Parfois, la dernière pièce vient d'une direction que personne n'avait prévue. De quelqu'un qui n'a jamais fait partie de l'architecture, qui n'avait aucune connaissance du plan, qui a simplement apporté quelque chose au bon endroit et au bon moment parce qu'il n'avait plus nulle part ailleurs où le poser. Et parfois, on se rend compte qu'on a vu cette personne avant de savoir ce qu'elle portait en elle. Mon avocat m'a appelé un mardi matin. Sa voix avait une qualité que je ne lui connaissais pas, pas de l'excitation, quelque chose de plus stable. Il m'a dit que les enquêteurs l'avaient contacté. Une femme s'était manifestée. Elle avait été en relation avec la 2e personne faisant l'objet de l'enquête et avait fourni des informations qui donnaient à la police ce dont elle avait besoin pour agir. Je lui ai demandé le nom de cette femme. Il a dit, Pamela Grimm. Je suis resté silencieuse un moment. Le nom ne me disait rien, puis le visage s'y est rattaché. Immédiat et spontané. La femme à l'arrière de la collation des funérailles, habillée convenablement, se tenant à l'écart, observant tout sans s'approcher de personne, partie avant que je puisse traverser la pièce. J'ai dit, je l'ai vue. Mon avocat m'a demandé ce que je voulais dire. J'ai dit, elle était aux funérailles de mon fils, debout à l'arrière. Elle est partie avant que quiconque ne puisse lui parler. Il est resté silencieux un moment. Je suis resté assise avec cela après avoir raccroché. Pamela Grimm s'était tenue à l'arrière des funérailles de mon fils en portant en elle quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots, ou peut-être en portant des mots qu'elle n'avait pas encore décidé d'utiliser. Elle était venue parce qu'elle avait besoin de voir la réalité de la situation, un homme dans un cercueil dont la mort était liée à l'homme en qui elle avait confiance. Et la femme qu'elle ne connaissait pas encore pleinement menait une version de ce plan bien avant que Pamela ne soit dans le décor. Ce n'était pas de l'héroïsme qui l'avait poussée à appeler. Je le comprenais clairement. C'était la dévastation spécifique de réaliser que la personne à vos côtés ne vous appartenait jamais pleinement. Que vous aviez dormi à côté d'un mensonge qui vous précédait. Qu'un homme était mort à cause de décisions prises dans des pièces où vous n'aviez jamais été invité. Ce genre de prise de conscience ne produit pas de l'héroïsme. Cela produit un coup de téléphone. Et parfois, un coup de téléphone est la chose la plus importante qu'une personne puisse faire. Mon avocat a rappelé 2 heures plus tard. La nouvelle de la coopération de Pamela avait atteint l'équipe juridique de Tiana. La réaction avait été immédiate. Tiana avait compris aussitôt que Sterling avait désormais une exposition criminelle qui ne pouvait être gérée discrètement, que le témoignage de Pamela avait donné aux enquêteurs de quoi agir, que la structure qu'elle avait maintenue pendant des années s'était totalement effondrée. Ses contestations civiles sont devenues silencieuses. Son avocat a cessé de répondre aux courriers. Sterling a été convoqué dans les 48 heures.
la combinaison d'éléments contre lui était précise et complète, son parcours en logistique pharmaceutique, son accès documenté aux composés, le témoignage direct de Pamela sur des conversations dont elle avait été témoin, et le dossier scellé de Kendall, qui était entre les mains des enquêteurs depuis des semaines. Face à tout cela simultanément, Sterling a fait le seul calcul disponible pour lui, il a coopéré. Il a livré aux enquêteurs Tiana, le réseautage, le plan, la grossesse, le composé, tout le calendrier depuis le début, chaque détail, chaque conversation, tout. Ce soir-là, je me suis assise chez moi et j'ai pensé à la géométrie de ce qui venait de se passer. Le dossier scellé de Kendall venant d'une direction, le coup de téléphone de Pamela venant de l'autre. Deux personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées apportant des morceaux différents de la même vérité vers le même point. Son fils avait construit un mur. Une femme qu'il n'avait jamais connue avait construit l'autre. Entre ces deux murs, il ne restait aucun espace pour tenir debout. Mon avocat m'a appelé à 21h40 ce soir-là. Tiana avait été arrêtée. J'ai écouté ces mots et je les ai sentis se poser dans un endroit au-dessous de la stratégie, au-dessous du calcul, au-dessous de chaque chose composée et prudente que j'avais été pendant des mois. Quelque chose de profond, de permanent et de silencieux. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je me suis assise chez moi dans le noir et je n'ai appelé personne. Il n'y avait personne à appeler. Chaque personne que j'aurais pu joindre était soit partie, soit n'avait jamais été celle que je pensais. Ce moment n'appartenait qu'à moi et à Kendall. La vérité dite à haute voix par la personne qui l'a cachée n'arrive pas de la manière dont on l'imaginait. On passe des mois, parfois des années, à porter le poids de ce que l'on sait. Et quelque part dans ce portage, on se construit une idée de ce que l'on ressentira quand l'autre personne finira par le dire. Quand elle cessera de jouer et dira simplement la vérité. Ce n'est jamais satisfaisant de la manière dont on l'a imaginé. C'est toujours plus dévastateur. Les enquêteurs m'ont contacté par l'intermédiaire de mon avocat pour un briefing formel. En tant que témoin coopératif et plus proche parente de Kendall, j'avais droit à un résumé de la déclaration fournie au cours de la procédure. J'y suis allé un jeudi matin. Le détective qui avait le plus parlé lors de ma première visite a fait glisser un document sur la table et m'a guidé à travers son contenu avec le ton mesuré de quelqu'un qui transmet des informations dont il comprenait qu'elles se poseraient différemment sur moi que sur lui. J'ai rapporté le résumé chez moi. Je me suis assise à ma table de cuisine et je l'ai lu comme j'avais lu la requête juridique de Tiana des mois auparavant. Non pas d'abord pour l'impact émotionnel, mais pour les détails spécifiques, ce qu'elle disait, comment elle le disait, quels mots elle choisissait qu'en plus aucune performance n'était requise et que la vérité était la seule option restante. Tiana avait fait une déclaration complète. Elle avait guidé les enquêteurs à travers tout, le réseautage, le plan qu'elle et Sterling avaient construit, la grossesse, l'accès de Sterling au composé, le calendrier du début à la fin. Elle ne coopérait pas dans un élan de remords. Elle faisait un calcul, s'assurant que l'exposition documentée de Sterling n'était pas moindre que la sienne. Elle n'allait pas porter une plus grande part de tout cela que l'homme qui l'avait aidé à le construire. Elle leur a tout donné, et elle le leur a donné précisément. J'ai lu le document page par page. Je cherchais une chose en particulier, le moment où elle décrivait Kendall, les mots qu'elle utilisait alors qu'elle n'avait plus de public pour jouer et que la vérité était la seule option restante. Je l'ai trouvée vers le milieu du document. Elle avait décrit Kendall comme une complication. J'ai posé les papiers. Je suis resté assise ce mot dans le calme de ma cuisine et je l'ai laissé être exactement ce qu'il était. Non pas un mari. Non pas un homme. Pas même un obstacle. Une complication. Quelque chose qui avait perturbé un système. Quelque chose qui nécessitait une solution. Mon fils, une complication. J'ai repris les papiers et j'ai continué à lire. Une section m'a arrêté complètement. Tiana avait dit aux enquêteurs que dans les dernières semaines avant la mort de Kendall, elle pensait qu'il était sur le point de déposer sa requête, que tout ce qu'il construisait était presque prêt. Elle a dit qu'elle avait peur de ce que la requête contiendrait. Elle a dit que la décision avait été prise parce qu'il n'y avait pas d'autre option disponible pour eux à ce moment-là. Puis elle a dit que cela n'était pas censé se passer de cette façon. C'était seulement parce que Kendall avait découvert la vérité. J'ai lu cela 2 fois. Dans l'esprit de Tiana, il y avait toujours eu une version de cette histoire où Kendall ne regardait jamais ce tableau, où le groupe sanguin passait inaperçu, où il rentrait chez lui ce soir-là ordinaire et sans soupçon, et où la machination poursuivait son cours tranquille.
Et où chacun prenait ce qu'il était venu chercher sans que personne ne meure. Cette version de l'histoire avait été le plan. Le plan exigeait que Kendall soit un homme qui ne lise pas les données de la façon dont il les lisait, qui ne remarque pas les schémas de la façon dont il les remarquait, qui ne soit pas au fond de lui l'ingénieur que sa mère avait élevé. Sa propre intelligence l'avait rendu dangereux pour eux, et sa propre intelligence lui avait coûté la vie. Je pense qu'il aurait trouvé quelque chose de presque juste là-dedans. Pas satisfaisant, Kendall n'était jamais satisfait par le « presque », mais juste. J'ai plié le résumé. Je suis allé vers le tiroir où la carte écrite de la main de Tiana reposait depuis le matin de son arrivée. Nous allons nous en sortir, toutes les deux. Et j'ai placé le résumé des confessions à l'intérieur avec elle. J'ai fermé le tiroir. Puis je suis allé à la fenêtre. Charlotte en fin d'après-midi. La ville indifférente et continue, se déplaçant en elle-même sans pause. Je me tenais là et je pensais à Caleb, 6 ans, quelque part dans cette ville en ce moment même, innocent de tout, portant un nom qui exigera des explications un jour. Pas aujourd'hui, pas avant des années peut-être. Mais l'explication arrive et elle lui coûtera quelque chose que je ne peux pas encore calculer. Ce n'est pas le chagrin d'aujourd'hui, mais cela arrive. Il y a un poids spécifique à entrer dans un bâtiment qui vous appartient pleinement, légalement, finalement. Quand le coût pour y parvenir est quelque chose que vous porterez pour le reste de votre vie. Cela ne ressemble pas à une victoire. Cela ressemble à un héritage, comme recevoir quelque chose qui a toujours été destiné à être vôtre et comprendre pour la première fois tout ce qu'il a traversé pour arriver entre vos mains. J'ai conduit jusqu'au bureau de Vantage Shield un mercredi matin. Je me suis garé dans le même parking que Kendall utilisait. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Le personnel savait que je venais. J'avais appelé à l'avance, discrètement, en leur disant que je voulais juste passer quelques heures dans l'espace. Ils ont été gentils de la manière prudente dont les gens sont gentils quand ils comprennent que votre présence quelque part signifie plus que votre présence quelque part. Je suis entré dans le bureau de Kendall et j'ai fermé la porte derrière moi. La pièce était telle qu'il l'avait laissée. Personne n'en avait dérangé l'ordre. Les dossiers classés selon la logique que lui seul aurait pu expliquer. Les documents d'architecture système dans leur dossier étiquetés. Le mug que je lui avais offert le Noël où il avait lancé l'entreprise toujours sur le coin du bureau, et sur le mur directement en face de l'endroit où il s'asseyait chaque jour, les documents de fondation encadrés, nos 2 noms. Sa signature et la mienne sous la formule qui disait que nous avions construit cela ensemble et que cela nous appartenait à tous deux. Je me suis assis sur sa chaise. J'ai pensé à ce que cette entreprise avait survécu sans que personne à l'extérieur ne sache qu'elle survivait à quoi que ce soit, le mariage qui avait été construit pour y accéder, la machination qui fonctionnait parallèlement à sa croissance depuis des années. La contestation juridique qui avait tenté de la démanteler dans une salle de conférence 12 étages au-dessus de Charlotte, l'enquête qui s'était déroulée parallèlement à tout cela. À travers chaque élément de cela, 7 clients d'entreprise avaient renouvelé leur contrat. L'infrastructure conçue par Kendall avait continué de fonctionner, silencieuse, invisible, exactement comme il l'avait voulu. Exactement comme il l'avait construite. Il l'avait construite pour durer. Il avait tout construit pour durer. Mon avocat m'avait appelé la veille avec la réalité administrative de ce qui venait ensuite. La date du procès de Tiana était fixée. La condamnation de Sterling restait en suspens selon les termes de son accord de coopération. Il y aurait des comparutions devant le tribunal, des procédures civiles, le long travail sans éclat de la justice avançant à son propre rythme plutôt qu'au rythme que l'on imaginait pour elle. Ce n'était pas fini de façon propre. C'était fini de façon réelle, permanente et continue, et cela exigeait plus de moi avant de ne plus rien exiger du tout. Je lui avais dit que je comprenais. C'était le cas. Il y avait quelque chose que je n'avais dit à personne. Dans les semaines qui ont séparé la réunion de succession et l'arrestation, dans cette période suspendue où l'affaire civile s'était effondrée et où l'affaire pénale se construisait encore, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait simplement « Je suis désolé pour votre fils ». Je ne savais pas, j'ai regardé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai répondu une fois « Je sais que vous ne saviez pas, le numéro ne m'a plus jamais recontacté ». Je n'ai jamais cherché à confirmer de qui il s'agissait. Je n'en ai jamais eu besoin. Certaines choses arrivent avec leur propre certitude. Non pas la certitude de la preuve, mais la certitude de la reconnaissance. Une femme qui s'est tenue à l'arrière d'un enterrement et est partie avant que quiconque ne l'atteigne.
Une femme qui a passé un coup de téléphone qui lui a coûté quelque chose de réel et a ensuite disparu de sa propre douleur discrètement, sans gloire, sans rien demander en retour. Pamela Grimm avait fait ce qu'il fallait de la seule manière qu'elle connaissait, seule et sans reconnaissance, et dans la direction d'une vérité qui n'avait plus rien à lui donner. Je pensais à Caleb. Je fais cela chaque jour à présent. Non pas avec une résolution, car il n'y a pas de résolution disponible encore. Avec de la patience. Une longue patience spécifique pour un garçon de 6 ans dans cette ville qui est innocent de tout ce dans quoi il est né et aura besoin que quelqu'un se tienne encore debout quand les explications deviendront nécessaires. Je ne sais pas encore à quoi ressemble ma présence dans sa vie. Je sais seulement que je ne vais nulle part. Je me suis levé du bureau de Kendall. Je suis allé à la fenêtre et j'ai posé ma main à plat contre la vitre. Charlotte s'étalait le matin, indifférente, continue, vivante de la façon dont les villes sont vivantes, sans conscience du poids spécifique de ce qu'une femme portait au 4e étage d'un bâtiment, un certain mercredi. J'ai pensé à un dimanche soir et à une question simple sur le bonheur. J'ai pensé à 4 mots scotchés sous un tiroir. J'ai pensé à un chiffre sur un mur d'hôpital et à 40 secondes d'un homme immobile comprenant ce qu'il regardait et rentrant chez lui pour construire au lieu de se briser. J'ai pensé à mon fils me faisant confiance pour être dans la pièce. J'étais dans la pièce. Je suis toujours dans la pièce. Kendall, j'étais là. Chaque chose que tu as bâtie, je l'étais.